Le 27 août 1939, Rostock-Mariennähe, en Allemagne. Il est 6 heures du matin. Le commandant de bord, Erich Warsitz, grimpe dans le cockpit d'un avion étrange, le E-178. Pas d'hélice, pas de moteur à piston, seulement un sifflement strident provenant de l'arrière. Les mécaniciens reculent. Warsitz donne le signal. Le moteur CS-3B hurle. L'avion roule, accélère, décolle. 600 mètres d'altitude, plusieurs minutes de vol, atterrissage en toute sécurité. L'histoire est en marche. Le premier avion à réaction du monde vient de voler. Et dans 5 jours, la Seconde Guerre mondiale allait commencer. Aujourd'hui, 86 ans plus tard, 28 000 avions de ligne sillonnent le ciel. Des Boeing 777, des Airbus A350, des Embraer E-Jets. Chacun d'eux utilise des concepts de moteurs qui ont été prouvés ce matin de août 1939. L'industrie aéronautique mondiale, un marché de 800 milliards de dollars par an, repose sur une technologie allemande qui a volé pour la première fois 5 jours avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et voici le plus incroyable. Il a fallu près de 5 ans aux Alliés pour rattraper leur retard. La Grande-Bretagne n'a fait voler son premier avion à réaction qu'en mai 1941, presque 2 ans plus tard. L'Amérique encore plus tard. L'Allemagne avait une avance technologique qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Si les dirigeants avaient compris ce qu'ils possédaient, aujourd'hui, je vais vous présenter toute la lignée technique documentée, du vol historique d'Erich Warsitz, jusqu'à votre prochain embarquement dans un Boeing 787. L'histoire que Boeing, GE et Pratt & Whitney ne vous racontent pas, parce qu'elle soulève des questions dérangeantes. Commençons par un problème. Les années 1930, les avions à hélice ont atteint une limite physique fondamentale. Une hélice est une aile rotative. Elle crée une poussée en accélérant l'air vers l'arrière, mais les extrémités des hélices se déplacent plus vite que le moyeu. À des vitesses de rotation élevées, les extrémités approchent la vitesse du son. Vitesse du son au niveau de la mer, 1225 km/h. Lorsque les extrémités des hélices atteignent cette vitesse, des ondes de choc se forment. L'efficacité s'effondre, vibrations, bruit, perte de puissance dramatique. Cela signifie que, à environ 750 km/h de vitesse de vol, la limite pratique pour les avions à hélice est atteinte. Les avions de chasse les plus rapides en 1939, Messerschmitt Bf 109E avec moteur BMW 801, 570 km/h. Supermarine Spitfire MKI avec Rolls-Royce Merlin, 582 km/h. Les deux bien en dessous de la limite théorique, mais les deux à la limite de ce que la technologie des hélices de l'époque pouvait pratiquement offrir. Les ingénieurs ont compris. Pour voler plus vite, il fallait une forme de propulsion complètement nouvelle. Au lieu de pousser l'air avec une hélice, brûler du carburant directement. Utiliser les gaz chauds en expansion pour la pousser. Un moteur à réaction. La théorie était connue depuis les années 1920, mais personne ne pouvait la mettre en pratique. Les défis techniques étaient immenses. Premier défi, la température. Les chambres de combustion d'un moteur à réaction atteignent 1000 à 1200 degrés Celsius. Derrière la turbine, les gaz sont encore à 600 à 800 degrés. L'acier fond à 1370 degrés. L'aluminium à 660 degrés. Tous les composants doivent résister à une chaleur extrême. Des milliers d'heures de fonctionnement, sans défaillance. Il fallait des alliages spéciaux, des aciers au chrome-nickel, des alliages de molybdène, des systèmes de refroidissement, des revêtements céramiques, un contrôle précis de la température, toutes des technologies qui existaient à peine dans les années 1930. Deuxième défi, la compression. Un moteur à réaction a besoin d'une pression d'air élevée dans la chambre de combustion. La pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1 bar. La chambre de combustion a besoin de 5 à 10 bars ou plus. Il faut comprimer l'air environ 10 fois.
Deux approches existaient. Les compresseurs centrifuges, l'air est projeté radialement vers l'extérieur, comme l'eau dans un tambour d'essorage, plus facile à construire, mais grand diamètre, beaucoup de résistance à l'air. Les compresseurs axiaux, l'air est poussé directement vers l'arrière, à travers de nombreux étages d'ailettes. Chaque étage augmente un peu la pression. Design élégant, mais mécaniquement extrêmement complexe. Tolérance de l'ordre du centième de millimètre. Troisième défi, l'efficacité. Un moteur à réaction consomme beaucoup de carburant. Si l'efficacité thermique est trop faible, l'avion n'a pas d'autonomie, pas d'application pratique. Il fallait une combustion optimale, des pertes minimales, une conversion d'énergie maximale, un flux aérodynamique parfait à travers chaque partie du moteur. Dans les années 1930, des ingénieurs du monde entier ont tenté de résoudre ces problèmes. Italie, France, Union soviétique, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, tous ont expérimenté, mais deux hommes se sont approchés de la solution pratique plus que tous les autres. Et les deux travaillaient complètement indépendamment l'un de l'autre, ne savaient rien l'un de l'autre. Frank Whittle, Grande-Bretagne. Né en 1907, officier de la Royal Air Force, brillant, visionnaire. En 1928, à seulement 21 ans, il a écrit une thèse sur les moteurs à réaction. Les supérieurs ont considéré cela comme de la science-fiction. En 1930, Whittle a breveté une conception complète de moteur à réaction, compresseur centrifuge, chambre de combustion, turbine. Tout était bien pensé, mais personne en Grande-Bretagne n'était intéressé. Le ministère de l'Air a refusé. Trop risqué, trop cher, trop futuriste. Whittle a essayé de trouver des investisseurs privés. Peu de succès. Il travaillait pendant son temps libre. Avec des moyens minimaux, son brevet a expiré en 1935 parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de renouvellement. 5 livres. Whittle n'avait pas d'argent. Ce n'est qu'en 1936 que Whittle a trouvé des investisseurs. La société Power Jets Ltd a été fondée, avec 2000 livres de capital de démarrage, minuscule. Whittle a construit un prototype, le moteur VU. En 1937, il a fonctionné sur le banc d'essai, preuve que le concept fonctionne. Mais la Grande-Bretagne n'était toujours pas intéressée. Pas de soutien militaire, pas de financement. Whittle s'est battu seul. Hans von Ohain, Allemagne, né en 1911, étudiant en physique à l'université de Göttingen. En 1933, complètement indépendamment de Whittle, von Ohain a eu la même idée, moteurs à réaction. Il a développé des calculs théoriques, a parlé à son professeur. Le professeur était sceptique mais intéressé. Von Ohain a construit un prototype grossier. Cela a fonctionné. Mal, mais cela a fonctionné. Le professeur a fait une présentation. Ernst Heinkel. Heinkel était un constructeur d'avions prospères, riche, visionnaire, prêt à prendre des risques. Il a rencontré von Ohain en 1936, a été immédiatement enthousiasmé. Heinkel a embauché von Ohain, lui a donné un laboratoire privé, une équipe de mécaniciens, un budget illimité, secret absolu. Heinkel voulait construire le premier avion à réaction du monde. En tant qu'entreprise privée, sans bureaucratie gouvernementale, sans interférence militaire, la différence entre Whittle et von Ohain n'était pas le talent. Les deux étaient des génies. La différence était le soutien. Whittle n'en avait pas. Von Ohain avait tout. En 1937, von Ohain a testé son premier moteur fonctionnel, le HES-1. HES signifie Heinkel Strahltriebwerk, c'est-à-dire moteur à réaction Heinkel. Il a tourné sur le banc d'essai, prouvant le concept. Mais il était trop faible. Seulement 250 kg de poussée, pas assez pour un avion. Von Ohain a continué à développer HES-2, puis HES-3,
chaque version plus puissante, plus fiable. Le HES-3 a atteint 450 kg de poussée, puis le HES-3B, 500 kg de poussée. AC, Heinkel a construit un avion autour de lui, le E-178. Petit avion expérimental, avec un seul but, prouver que la propulsion à réaction fonctionne en pratique. Premier vol d'essai prévu, le 24 août 1939. Pilote, Éric Valois. Au décollage, un oiseau a été aspiré dans le moteur. Panne moteur, atterrissage d'urgence. Le moteur a été endommagé. La réparation a pris 3 jours. Deuxième tentative. Le 27 août 1939, 6 heures du matin. Conditions parfaites. Valois a décollé. Le moteur a fonctionné parfaitement. Le E-178 a accéléré, a décollé, est monté à 600 mètres, a volé pendant plusieurs minutes, a atterri en toute sécurité, vol parfait, le premier avion à réaction du monde. L'Allemagne était en avance, et dans 5 jours, la Wehrmacht allait envahir la Pologne. Voici les spécifications techniques précises du E-178. Longueur, 7,48 mètres, envergure, 7,20 mètres, hauteur, 2,10 mètres. Surface à l'air, 7,9 mètres carrés. Masse à vide, 1620 kg. Masse au décollage, 1988 kg. Moteur, HES-3B de Hans von Ohain. 500 kg de poussée à 13 000 tours par minute. Carburant, diesel et plus tard essence. Vitesse maximale, 588 km par heure. Vitesse ascensionnelle, 9 mètres par seconde. Autonomie, 200 km. Durée de vol, 10 minutes. Le HES-3B était un moteur centrifuge. L'air entrait par l'avant, était accéléré radialement vers l'extérieur par un compresseur centrifuge, puis dirigé vers une chambre de combustion annulaire, qui était enroulée autour du moteur. Là. Du carburant était injecté et brûlé. Les gaz chauds entraînaient une seule turbine radiale. La turbine entraînait le compresseur. Les gaz restants étaient expulsés vers l'arrière par une tuyère. Poussée. La conception était élégante, fonctionnelle, mais elle avait des limites. Le grand diamètre du compresseur centrifuge signifiait une grande résistance à l'air, limitant la vitesse maximale. Malgré tout, ça fonctionnait. C'était la preuve. Le 1er novembre 1939. Heinkel a présenté le E-178 à de hauts gradés de la Luftwaffe. Ernest Picard était présent, inspecteur général de la Luftwaffe. Édouard Lambert, secrétaire d'État au ministère de l'Aviation du Reich. Ils sont venus à Rostock-Marinehe, ont vu le E-178 au sol, ont écouté la présentation de Heinkel, puis ont vu le vol. Le moteur a hurlé. Aucun bruit d'hélice, juste ce nouveau sifflement perçant. Le E-178 a accéléré le long de la piste, a décollé, a volé au-dessus du terrain, a atterri. L'avenir de l'aviation, directement sous leurs yeux, et Picard et Lambert n'ont pas été impressionnés. Pourquoi pas? Le E-178 était plus lent qu'un Bf-109. Seulement 588 km par heure contre 570. Presque aucune différence. La durée de vol n'était que de 10 minutes. Pas d'armes. Aucune application militaire. C'était une expérience. La Luftwaffe avait besoin d'avions de combat, immédiatement. Pour la guerre qui venait de commencer, pas d'expérience pour un avenir lointain. Heinkel était profondément déçu, mais il n'a pas abandonné. Von Ohain a continué à travailler sur le AES-8, un moteur plus puissant. Heinkel a développé le E-280, un chasseur à réaction, mais le développement était lent. Pas de budget officiel, tout était financé en privé. Pendant ce temps, une autre équipe allemande travaillait sur une approche complètement différente. Junkers et leur ingénieur en chef, Anselme Lefebvre, avaient une idée radicale. Pas de compresseur centrifuge, compresseur axial. Anselme Lefebvre, né en 1900, était un ingénieur brillant. Il a compris, les compresseurs centrifuges ont un inconvénient fondamental.
Le grand diamètre, beaucoup de résistance à l'air, limite la vitesse maximale. Un compresseur axial serait plus mince, diamètre plus petit, moins de résistance, vitesse plus élevée possible. Mais les compresseurs axiaux étaient extrêmement difficiles à construire. L'air doit s'écouler droit vers l'arrière, à travers de nombreuses étapes d'aube. Chaque étape comprime l'air un peu plus. Après 8 ou 10 étapes, la pression est assez élevée. Le problème, chaque aube doit être parfaitement formée, parfaitement positionnée, tolérance de l'ordre du centième de millimètre. Une seule aube mal alignée et le flux d'air est perturbé. Tout le moteur ne fonctionne pas. Lefebvre et son équipe chez Junkers ont commencé à travailler en 1939. Ils ont construit des prototypes, ont testé, ont échoué, ont appris, ont amélioré. C'était un processus fastidieux. Mais Lefebvre était brillant et tenace. En 1940, le premier Jumeau 004 a tourné sur le banc d'essai. Il fonctionnait, pas encore parfaitement, mais il tournait. Lefebvre a affiné la conception, amélioré les aubes, optimisé la chambre de combustion, augmenté la fiabilité. En 1941, le Jumeau 004A était prêt pour les essais en vol. En 1942, le Messerschmitt Me 262 a volé avec lui. Le premier avion de chasse à réaction avec des moteurs axiaux, et il était rapide. 870 km/h, 300 km/h plus vite que les avions à hélice les plus rapides. Voici les spécifications précises du Junkers Jumeau 004B. C'était la version de production en série. Moteur axial, avec 8 étages de compresseurs. Chaque étage a des aubes rotatives et des aubes directrices stationnaires. Les aubes rotatives accélèrent l'air. Les aubes directrices l'alignent pour l'étage suivant. Après 8 étages, la pression est montée à 3 bars. 3 fois la pression atmosphérique. L'air comprimé entre dans 6 chambres de combustion. Injection de carburant. Allumage. Combustion à 1000 degrés Celsius. Les gaz chauds, en expansion, entraînent une seule turbine axiale. La turbine a des aubes creuses. Refroidissement par flux d'air. La turbine entraîne le compresseur via un arbre central. Les gaz restants sont expulsés vers l'arrière par une tuyère convergente-divergente. La tuyère accélère les gaz à une vitesse supersonique. Poussée maximale. Le Jumeau 004B produisait 900 kg de poussée, pour un poids de 720 kg. Rapport poussée-poids de 1,25, meilleur que tous les moteurs alliés de l'époque. Le diamètre n'était que de 83 cm, la longueur de 3,86 mètres, mince, aérodynamique, parfait pour un avion de chasse à haute vitesse. Le Messerschmitt Me 262, avec 2 moteurs Jumeau 004B. Vitesse maximale, 870 km/h, 150 km/h plus vite que le Spitfire Mk14. Vitesse ascensionnelle, 1200 mètres par minute, 2 fois plus vite que les avions à hélice. Plafond de service, 11 450 mètres. Plus haut que la plupart des bombardiers alliés ne pouvaient voler. Autonomie, 1050 km. Suffisant pour les missions d'interception. Armement 4 canons Mk108 de 30 mm. Chaque canon tirait 650 coups par minute. Dévastateur. Aucun avion à hélice allié ne pouvait rivaliser. Le Spitfire Mk14, le meilleur avion de chasse allié en 1944, atteignait 721 km/h. Le P-51D Mustang, 703 km/h. Le Me 262 était plus rapide de 150 km/h. En combat aérien, cela signifiait une supériorité totale. Le Me 262 décidait quand attaquer, quand fuir. Les pilotes alliés ne pouvaient rien faire. Entre juillet 1944 et avril 1945, les pilotes de Me 262 ont effectué plus de 1400 missions de combat. Ils ont détruit au moins 509 avions alliés confirmés. Le nombre réel était probablement plus élevé.
De nombreux tirs n'ont jamais été confirmés. Perte du Me-262. Moins de 100 en combat aérien, ratio de destruction supérieur à 5 pour 1, l'avion de chasse le plus performant de la Seconde Guerre mondiale. Techniquement supérieur, inégalable, mais trop tard et trop peu nombreux. Seulement en 1430, Me-262 ont été construits. Moins de 200 étaient opérationnels simultanément. Pénurie de carburant, pénurie de pièces de rechange, pistes détruites, manque de pilotes. L'Allemagne avait le meilleur avion de chasse de la guerre. Mais il est arrivé trop tard pour changer le cours, et les Alliés, ils couraient désespérément après. La Grande-Bretagne n'a lancé son programme de moteur à réaction qu'après la démonstration du E-178 en 1939. Frank Whittle a finalement obtenu un soutien officiel. Son moteur Dreyfus 1 était prêt en 1941. Il propulsait le Gloster E-28-39. Premier vol le 15 mai 1941. Presque 2 ans après le E-178. Les spécifications du E-28-39. Moteur centrifuge Whittle W1. 390 kg de poussée. Moins puissant que le HS-3B de von Ohain de 1939. Vitesse maximale de 545 km/h, plus lent que le H-168, mais c'était un début. La Grande-Bretagne avait enfin un avion à réaction. Whittle a continué à développer WW2, WW2B, chaque version plus puissante. En 1943, le Rolls-Royce Welland était prêt, basé sur les conceptions de Whittle, 770 kg de poussée. Il propulsait le Gloster Meteor. Le premier avion de chasse à réaction de Grande-Bretagne, le Gloster Meteor F1, a volé en mars 1943 et est devenu opérationnel en juillet 1944. Spécifications: 2 moteurs Rolls-Royce Welland, 770 kg de poussée chacun, total de 1540 kg. Vitesse maximale de 668 km/h, plus lent que le M262, taux de montée de 915 mètres par minute, plus lent que le M262, plafond de service de 12 200 mètres, portée de 965 km. Le Météor était un bon avion, mais il était techniquement inférieur au Me-262, 200 km/h plus lent, moins bon taux de montée. Mais le Météor avait un avantage, la fiabilité. Les moteurs Welland étaient robustes. Longue durée de vie. Le Jumeau 004 n'avait que 10 à 25 heures de durée de vie. Ensuite, il devait être remplacé. Pénurie de matériaux allemands. Le Météor n'a jamais combattu le Me-262. Absolument pas. La RAF ne voulait pas risquer qu'un Météor abattu tombe entre les mains des Allemands. Alors, les Météors ont volé uniquement au-dessus du territoire britannique. Contre les bombes volantes V1, ils ont détruit 13 V1, efficaces. Mais ils n'ont jamais combattu le Me-262. L'Amérique était encore plus lente. Le Bell P-59 Era Comet n'a volé qu'en octobre 1942, 3 ans après le E-178. Le moteur était le General Electric IA, une copie sous licence du W2B de Whittle. Construit en Amérique, 725 kg de poussée, les spécifications du P-59, 2 moteurs GE-IA, total de 1450 kg de poussée, vitesse maximale de 663 km/h, plus lent que le Météor, beaucoup plus lent que le Me-262. Le P-59 était une déception. Il n'est jamais entré en service de combat. Trop lent, trop faible. Les pilotes américains l'ont appelé une brique volante. Le premier bon avion de chasse à réaction américain était le Lockheed P-80 Shooting Star. Premier vol en janvier 1944, propulsé par un moteur GE J-33, 1700 kg de poussée, vitesse maximale de 933 km/h, enfin plus rapide que le Me-262. Mais le P-80 n'est devenu opérationnel qu'en mars 1945, 2 semaines avant la fin de la guerre en Europe. 4 P-80 ont été envoyés en Italie.
Ils ont effectué quelques missions de reconnaissance. Jamais de combat. Ils n'ont jamais rencontré le Me-262. Alors, le bilan au 8 mai 1945 était le suivant. L'Allemagne avait des avions à réaction depuis 1939, des chasseurs à réaction opérationnelle depuis 1944. Le Me-262 était l'avion de combat le plus rapide et le plus dangereux qui ait jamais volé. Plus de 500 tirs confirmés, inégalés. La Grande-Bretagne a mis jusqu'en 1941 pour faire voler un avion à réaction, jusqu'en 1944 pour un avion de chasse à réaction opérationnelle. Le Météore était bon mais plus lent que le M262. L'Amérique a mis jusqu'en 1942. Le premier bon avion de chasse est arrivé en 1945. Trop tard pour la guerre en Europe. 5 ans d'avance technologique. L'Allemagne a révolutionné l'aviation et a quand même perdu la guerre. Mais la technologie n'a pas été perdue. Car maintenant commence la partie que personne ne raconte. Mai 1945. L'Allemagne capitule. Des équipes alliées ratissent le pays. Ils ne recherchent pas principalement des criminels de guerre. Ils recherchent la technologie, moteurs à réaction, missiles, armes secrètes, documents de recherche, prototypes et surtout des ingénieurs. L'opération Paperclip a été lancée par les Américains. L'opération Ossoa-Viakim par les Soviétiques. Le même objectif. Extraire les connaissances allemandes. À tout prix, les considérations morales ont été ignorées. Le passé nazi a été nettoyé. Les dossiers ont été falsifiés, tout pour obtenir les meilleurs cerveaux. Hans von Ohain a été retrouvé à Göttingen. Il a capitulé volontairement, ne voulait pas tomber entre les mains soviétiques. L'US Air Force l'a emmené à la Wright-Patterson Air Force Base à Dayton, Ohio. Là, il a travaillé comme ingénieur de recherche. Pendant plus de 30 ans, développement de moteurs à réaction, propulsion supersonique, statoréacteurs, recherche hypersonique. Il est devenu citoyen américain et décédé en 1998 en Floride, à l'âge de 87 ans, honoré comme l'un des pères de la propulsion à réaction. Anselm Franz, créateur du Jumeau 004, a également été emmené en Amérique. Opération Paperclip, il a atterri à l'US Air Force. En 1951, Lee Cumming l'a embauché. Une entreprise américaine de moteurs. Franz a construit leur département de turbines à partir de zéro, a développé des moteurs d'hélicoptères, turbines à gaz T-53, T-55. Les deux basés sur ses expériences allemandes, Franz est décédé en 1994 en Pennsylvanie, 93 ans. Son rôle dans le développement des moteurs modernes était immense, mais son nom est presque oublié. Les Soviétiques étaient plus directs, plus brutaux. Le 22 octobre 1946, à 3 heures du matin, des officiers du NKVD ont frappé aux portes dans toute l'Allemagne de l'Est. Des listes préparées à l'avance. 2500 ingénieurs allemands, 4000 membres de leur famille. Un total de 6000 personnes, déportées en Union soviétique, forcées de travailler pour des entreprises aérospatiales soviétiques. Beaucoup de ces ingénieurs avaient travaillé sur des moteurs à réaction. Junkers, BMW, Heinkel. Ils ont emporté leurs connaissances avec eux. Le Jumeau 004 a été directement copié en Union soviétique, sous le nom de Klimov RD-10. Il propulsait le Yakovlev Yak-15 et le MiG-9, les premiers avions de chasse à réaction soviétiques. Les deux en 1946. Technologie allemande, avions soviétiques. Mais maintenant, la question vraiment importante, qu'est-il arrivé au concept allemand de moteur axial, à la conception révolutionnaire d'Anselm Franz? C'est devenu la base de tous les moteurs à réaction modernes dans le monde, jusqu'à aujourd'hui. En 1947, Pratt & Whitney a entamé le développement du J157, le premier moteur axial américain, produit en série. Regardez ses spécifications. 9 étages de compresseur, 2 étages de turbine, flux axial, 4500 kg de poussée, plus grand et plus puissant que le Jumeau 004.
Mais la conception fondamentale, identique, compresseur axial, turbine axiale, un concept allemand de 1941, le J-57 a propulsé le Boeing 707, le premier avion de ligne à réaction américain qui a connu le succès. En 1958, le 707 a révolutionné l'aviation civile. Les vols transatlantiques sont devenus abordables, rapides. L'ère du jet a commencé, et elle a commencé avec la technologie allemande. Dans les années 1950 et 1960, tous les fabricants de moteurs du monde entier sont passés aux moteurs axiaux. General Electric a développé le J-79 axial. Il a propulsé le F-104 Starfighter et le F-4 Phantom. Rolls-Royce a développé l'Avon axial. Il a propulsé le Comet et le Canberra. La Snecma en France a développé l'Atar axial. Il a propulsé le Mirage. Tous ont utilisé le concept allemand. Tous l'ont affiné, améliorant les matériaux, augmentant la température, augmentant l'efficacité. Mais le principe de base, compresseur à flux axial, turbine à flux axial, allemand. De 1941, dans les années 1970, le turboréacteur à double flux a été développé. Une soufflante à l'avant. Elle souffle de l'air autour du moteur. Air de dérivation. Cet air n'est pas brûlé. Il est seulement accéléré. Cela augmente la poussée, réduit la consommation de carburant, réduit le bruit. Mais regardez au cœur d'un turboréacteur à double flux, le noyau. Que voyez-vous? Un compresseur axial, une chambre de combustion, une turbine axiale, exactement comme le Jumeau 004. La conception est plus grande, plus efficace, plus moderne, mais l'architecture fondamentale, allemande, de 1941, dans les années 1980 et 1990, les turboréacteurs à double flux à taux de dilution élevé dominent le CFM56, le moteur à réaction le plus fabriqué de l'histoire, plus de 30 000 unités produites. Il propulse le Boeing 737 et l'Airbus A320, les deux avions de ligne les plus fabriqués de tous les temps. Spécification du CFM56, une grande soufflante à l'avant, taux de dilution de 5,1. 5 parties de l'air contournent le moteur, une partie le traverse. Au cœur, 9 étages de compresseur. Haute pression, axiale, chambre de combustion, 2 étages de turbine, axiale, poussée de 89 à 151 kN selon la version. Regardez l'architecture du noyau, 9 étages de compresseur. Le Jumeau 004 en avait 8, un étage de turbine. Le Jumeau 004 en avait un. La conception est une évolution directe. 80 ans de perfectionnement. Mais le concept, Anselm Franz, 1941, année 2000, le GE90, le moteur à réaction le plus puissant jamais construit. Il propulse le Boeing 767, spécification du GE90 115B, 115 000 livres de poussée, 512 kN, incroyable. Taux de dilution de 9,1, diamètre de la soufflante de 3,25 mètres, plus grand qu'un fuselage de 737. Au cœur, 10 étages de compresseur, axial, 2 étages de turbine, axial, matériaux les plus avancés, aube de turbine monocristalline, composite à matrice céramique, fabrication additive. Mais l'architecture, compresseur et turbine à flux axial. Concept allemand, 1941. Années 2010 et 2020, les moteurs les plus récents, Gen X pour le Boeing 787, Tran XWB pour l'Airbus A350, PW1000G à réducteur pour l'A320 Neo. Chacun utilise les technologies les plus modernes, composites, céramiques, dynamique des fluides computationnels, intelligence artificielle pour l'optimisation de la conception, mais tous ont un noyau à flux axial, compresseur et turbine. Tous sont des descendants évolutifs du Junkers Jumeau 004. Toute l'industrie mondiale des moteurs d'aviation est basée sur la technologie allemande d'il y a 84 ans. Les chiffres sont stupéfiants. Aujourd'hui,
28 000 avions de ligne volent dans le monde. Presque tous ont des turboréacteurs à double flux. Presque tous ont des noyaux à flux axial. Tous sont des descendants technologiques du jumeau 004. L'industrie mondiale des moteurs d'aviation, 300 milliards de dollars par an. General Electric Aviation, 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Pratt & Whitney, 18 milliards. Rolls-Royce, 17 milliards. CFM International, 28 milliards. Safran, 24 milliards. Tous gagnent des milliards avec une technologie basée sur une conception allemande de 1941, technologie développée pendant une guerre d'agression, par des ingénieurs travaillant pour le régime nazi, produite en partie avec le travail forcé. Et l'Allemagne? L'Allemagne paye. Lufthansa achète des moteurs à GE, Condor à Pratt & Whitney, Eurowings à CFM. L'Allemagne achète une technologie que des ingénieurs allemands ont inventée il y a 84 ans, sans crédit, sans redevance, sans reconnaissance. Si cette documentation technique vous a apporté de la valeur, si vous comprenez que chaque fois que vous montez dans un avion, vous utilisez l'ingénierie allemande de 1939, alors envisagez de récompenser cette recherche avec un supertanks. Ces vérités historiques nécessitent des centaines d'heures de travail d'archives. Chaque soutien permet d'autres documentations. Récapitulons la ligne technologique complète, documentée, prouvée, irréfutable. 27 août 1939, le Heinkel E-178 vole comme premier avion à réaction au monde. Le moteur centrifuge HS-3B de Hans von Ohain. 500 kg de poussée. Preuve que la propulsion à réaction fonctionne en pratique. L'Allemagne a 5 ans d'avance. 1941. Le Junkers Jumo 004 fonctionne sur un banc d'essai. Anselm Franz développe le premier moteur axial utilisable. 8 étages de compresseur. 1 étage de turbine. 900 kg de poussée. Conception révolutionnaire. Base de tous les moteurs modernes. 15 mai 1941, le Gloster E-2839 vole en Grande-Bretagne. Le moteur W1 de Frank Whittle, 390 kg de poussée. Presque 2 ans après le E-178, la Grande-Bretagne rattrape son retard, mais est plus lente. 1944, le Messerschmitt Me-262 devient opérationnel. 2 moteurs, Jumeau 004B, 870 km/h, plus rapide que n'importe quel avion allié. Plus de 500 destructions confirmées. Preuve que les moteurs axiaux sont supérieurs. 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Les opérations Paperclip et Ozoavi à Kim commencent. Hans von Ohain à Wright-Patterson, AFB Ohio. Anselm Franz aux États-Unis, puis à Lycoming, 2500 ingénieurs allemands déportés en Union soviétique. Transfert de connaissances systématiques, 1947. Pratt & Whitney J57. Premier moteur axial américain en production, 9 étages de compresseur, basé sur les principes du Jumo 004. Propulse le Boeing 707. Commence l'ère du jet de l'aviation civile, année 1970. Révolution du turboréacteur à double flux, soufflant de plus noyau axial, plus grande efficacité, moins de bruit. Mais la technologie du noyau reste inchangée. Flux axial. Concept allemand de 1941. 1974. Le développement du CFM56 commence. GE plus Snecma devient le moteur le plus fabriqué de l'histoire. Plus de 30 000 unités. Propulse le Boeing 737 et l'Airbus A320, noyau axial, descendant du Jumo 004, 1995, GE 90, moteur le plus puissant, 115 000 livres de poussée, 10 étages de compresseur axial, propulse le Boeing 777, architecture allemande de 1941, matériaux et fabrication les plus modernes, 2010-2025, GNX, Tran, XWB, PW1000G à réducteur. Dernière génération, composite, céramique, intelligence artificielle, mais une architecture fondamentale inchangée, un compresseur et une turbine à flux axial.
d'origine allemande, vieux de 84 ans, la ligne technologique complète du E-178 à votre prochain vol. Le E-178 a prouvé que la propulsion à réaction fonctionnait. Le Jumo 004 a prouvé que le flux axial était supérieur. L'opération Paperclip et Osso Aviakim ont transféré les connaissances. Pratt & Whitney J57 l'a appliqué, les turboréacteurs l'ont affiné, le CFM56 l'a démocratisé, les moteurs modernes le perfectionnent, mais l'origine, 27 août 1939, Rostock Marienehe, Emil Warsitz, le E-178, l'ingénierie allemande qui a changé le monde. Et maintenant, la question philosophique finale, est-ce juste? L'Allemagne a développé cette technologie pendant une guerre d'agression, à des fins militaires. Le Me-262 a tué des pilotes alliés. Le Jumo 004 a été partiellement produit par le travail forcé. La technologie a un passé sombre. Après 1945, les vainqueurs ont transféré cette technologie, sans permission, sans redevance, sans reconnaissance. Ils l'ont utilisée à leurs propres fins militaires et commerciales. Est-ce du vol ou un butin de guerre légitime? Aujourd'hui, cette même technologie permet une aviation mondiale pacifique, 4,5 milliards de passagers par an. Des familles se rendent visite d'un continent à l'autre, les entreprises connectent le monde, les cultures se mélangent, tout cela grâce aux moteurs à réaction basés sur une conception allemande. Le Me-262 était un outil de morte. Le GE-90 permet des voyages paisibles, la même technologie fondamentale, différentes applications, différentes intentions, différents résultats. Peut-être est-ce là la vraie leçon. La technologie est neutre, ni bonne ni mauvaise. Ce qui compte, c'est la manière dont nous l'utilisons. Les ingénieurs allemands ont développé des moteurs à réaction pour la guerre. Le monde les utilise aujourd'hui pour la paix et la connexion. L'Allemagne a perdu la guerre, mais la technologie allemande a gagné l'avenir. Octave von Ohain et Aurélien Franz sont largement oubliés. Leurs noms ne sont connus que des historiens de l'aviation, mais leur héritage vole dans chaque moteur qui tourne aujourd'hui, invisible, méconnu. Mais fondamental, le Heinkel E-178, 27 août 1939, 5 jours avant la guerre. Le premier avion à réaction au monde, le début d'une révolution, une innovation allemande qui a tout changé. Pour toujours. Maintenant, je voudrais connaître votre opinion. Le Boeing 777 utilise des moteurs GE90 à flux axial, basés sur le Jumo 004 de 1941. L'Airbus A320 utilise le CFM56 avec la même technologie de base allemande. Est-ce une évolution technologique légitime? Ou les Alliés ont-ils systématiquement repris les connaissances allemandes en 1945 sans reconnaissance appropriée? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire est complexe. Il n'y a pas de réponse facile.